J'arrive dans la fin de ma vingtaine, j'ai 27 ans, et je me suis jamais sentie aussi étrangère à moi-même que ces dernières années. Salut à toi et bienvenue sur Cozy Space, l'ami, dans un nouveau CozyCast, ou podcast vidéo que tu peux retrouver également sur les plateformes de stream. Bon, intro un peu dramatique, mais qui met le doigt sur un sentiment qui est bien réel. Je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée là. J'ai toujours été une personne dans l'émerveillement et la reconnaissance. J'ai toujours perçu le champ des possibles, peu importe ta situation, ton contexte social, ce que tu veux. Et malgré une grande méfiance du monde et des humains, j'ai toujours prôné le fait de croire en la bonté des gens avant de percevoir le négatif. Ça, je te pose un contexte. Sauf que depuis 4-5 ans, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de ces valeurs qui étaient au fondement de mes croyances et de mon identité, de la représentation que je me faisais de moi-même. La question c'est, comment j'en suis arrivée là ? Alors pour ça, j'ai dû remonter à l'année 2022. À cette période, je vis la fin de mes études. Je démissionne de mon job de rêve, j'ai une remise en question totale de mes aspirations. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'étais à fond dans l'industrie de la musique, j'avais mon taf là-dedans, j'étais épanouie, sauf qu'il y a un shift dans mon cerveau, je suis en dissonance avec cette industrie et mes valeurs, ça matche pas. Et aussi, je vis plein d'événements personnels importants par lesquels on passe tous. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tu vis les premiers décès, les premières naissances, tu quittes le cocon familial, tu t'installes, tu commences à faire tes premiers investissements dans ton foyer personnel, tu cherches à créer une famille. Bref, rien d'original, c'est même plutôt un rythme luxueux, j'ai envie de te dire, parce que t'en as qui sont forcés à partir et vivre tous ces trucs un peu difficiles très tôt, alors que c'est pas nécessairement une volonté, ça leur est imposé. Et moi, c'est pas le cas, tu vois, comme je pense beaucoup d'entre nous. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais insidieusement glissé dans ce que j'appelle un état dépressif. Journal, 24 février 2023. Je suis passée par de nombreuses phases et prises de conscience ces derniers mois. De la solitude au doute à la perte de sens complète. Je me suis retrouvée face à moi-même avec tous mes questionnements et c'est bien réel de penser la vie comme une succession de cycles car tout finit par évoluer ou se transformer, tes relations y compris. 21 novembre 2023. La vie a beaucoup changé depuis 2021. Je n'ai jamais senti d'aussi grosse transition que depuis ces 2 dernières années. J'ai un pincement au cœur en pensant à tout ce qui n'est plus. Mais je ressens en même temps que ce vers quoi je me dirige est tout autant, voire meilleur que ce que je laisse derrière moi. Quand tu te lèves de plus en plus tard, que tu négliges ton alimentation, tu cuisines plus, tu commences à développer des comportements inhabituels, comme le scroll intensif, une inactivité physique, qui en vient même à te créer des douleurs hyper intenses et tu dois aller consulter pour remédier à ça. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il y a une faille. Mais figure-toi que l'indice qui a été le plus révélateur, c'est que je ne réussissais plus à m'épanouir dans ce qui comptait beaucoup pour moi, ma chaîne YouTube, aka mon vaisseau spatial. J'ai vécu, et j'en suis pas encore totalement sortie, une sorte de vide et de déconnexion de mon être profond, c'est-à-dire beaucoup plus de remise en question, de doute, de peur, et donc moins d'action, moins de confiance en moi et en la valeur de mes réflexions. Et surtout, femme, j'ai commencé à vivre bloquée dans le passé, et ça a été ma limite. J'ai lu un article qui était méga intéressant de Mathieu Alemany-Olivier sur le concept marketing universel de l'enfant intérieur, dans lequel il a mené une exploration aux États-Unis et en France, notamment dans le domaine du cosplay. Et dans cet article, il traduit l'enfant intérieur comme les aspects de l'adulte longtemps considérés comme spécifiques à l'enfant. En d'autres termes, tous les comportements enfantins de l'adulte. Le concept, il symbolise la frontière entre l'enfant et l'adulte. Et cette délimitation, elle a été institutionnalisée au siècle des Lumières, à l'époque où on considérait que l'adulte, c'était un individu complet et éclairé, c'était vraiment le Graal. Et cette délimitation, elle est marquée par ta capacité à devenir citoyen, donc à avoir des droits et des devoirs, et c'est intimement lié à la notion de travail. Tandis que l'enfant, il est associé au jeu. T'as même une résolution à l'ONU qui dit que le jeu est un droit pour chaque enfant. Mais en résumé, je vais pas te saouler avec la théorie, si on prend la vision du psychanalyste Jung, l'âme d'enfant, c'est cette deuxième personnalité qu'on a tous, cette part enfantine qu'on a abandonnée, sans lien systématique avec ta propre enfance. Donc, mon constat, c'est le suivant. Tout au long de notre évolution, on se retrouve confronté au monde et à différents environnements sociaux qui graduellement influencent, modifient, voire tuent nos rêves d'enfant.
l'école, les comparaisons, les attentes familiales, et j'en passe. Attention, tous ces exemples, ils sont pas nécessairement antinomiques avec notre âme d'enfant. Par là, j'entends que selon les cas, ça varie. Par exemple, l'université m'a appris ce qu'était la méthodologie et le référencement, et c'est des apprentissages qui me sont plus que bénéfiques dans mon désir de création et de transmission. Un gars qui a toujours voulu être champion de boxe, par exemple, mais dont les parents ont toujours fait part de leur stress. Oui, mon fils, tu sais, ça abîme les articulations, ça t'abîme le cerveau, tu peux avoir plus facilement Alzheimer, tous ces trucs-là, blablabla. Bah, ce gars, par rapport à un autre de ses compères, il aura peut-être pu être sensibilisé plus jeune sur certaines réalités qu'implique sa passion, du coup prendre certaines précautions, et par la même occasion, peut-être pouvoir l'exercer plus longtemps. Pour autant qu'il trouve l'équilibre entre les conseils de ses parents et la peur paralysante. Peut-être que sur lui, ça marchera bien, et sur quelqu'un d'autre, ça fera que la personne abandonnera son rêve. Malgré ça, certains seront démunis à force de se comparer sur les réseaux en voyant le talent des autres. Certains changeront subtilement d'aspiration après s'être pris plein de moqueries en salle de classe, non plus pour s'accomplir, mais pour prendre une revanche sur la vie, jusqu'au jour où ils se rendront compte qu'ils sont passés à côté de leur vie. D'autres se croiront forcés de s'engager dans un travail qu'ils détestent, mais pour répondre à certaines attentes familiales, parce qu'ils doivent briller dans le regard des autres et parce qu'il y a une image à tenir. En fait, il y a plein de configurations et de profils différents. C'est comme ça qu'on se retrouve à perdre insidieusement notre innocence sans même s'en apercevoir, et ça, c'est tragique. Cette perte d'innocence, hors cas spécifique où certains la perdent très jeune à cause d'événements tragiques, si je pense au viol, selon mes observations et celles de mes proches, elle s'exprime intensément à la fin de la vingtaine, période à laquelle on commence à endosser nos premiers masques sociaux comme une seconde peau. Alors oui, c'est présent depuis notre plus jeune âge, mais ça s'intensifie à la fin des études et à l'entrée dans le monde du travail. On commence à endosser davantage de rôles sociaux, tu vois. On n'est plus seulement l'étudiant, l'ami, mais on est aussi le collègue, le père de famille, l'amoureux, etc., etc. Un de mes masques sociaux, par exemple, que j'ai sur YouTube, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais plus de spontanéité et je mettais plus de vulnérabilité dans mes contenus, où j'étais beaucoup en quête de sens. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plus de retenue et de filtre. Et je pense que c'est lié à une pensée parasite où je me dis que c'est moins toléré à mon âge de parler de mes doutes versus quand t'es en pleine construction durant ton adolescence. Et c'est peut-être lié à une représentation, une glorification de l'adulte responsable que j'ai versus de la honte de rester enfant, même à 50 ans, et de pas avoir compris certains trucs, tu captes? Et il y a un lien historique à tout ça qui est fait dans l'article que je vous ai cité avant. Vu que la rêverie, tu vois, la pensée magique, la désinhibition, la rébellion, qu'on associe beaucoup à l'enfance, c'est des comportements qui risquent d'altérer l'état social et l'ordre établi, eh ben c'est des valeurs qui sont moins tolérées chez l'adulte, qui est plus guidé par le principe de réalité selon Freud. Ce avec quoi je suis pas forcément en désaccord, dans le sens où je trouve pas que c'est nécessairement néfaste de changer et de perdre en naïveté quand tu grandis, tout simplement parce que tu vis plus d'expériences négatives, t'es beaucoup plus connecté à la réalité du quotidien, et pour moi c'est même intelligent de te protéger et d'apprendre de tes expériences, sinon t'es un imbécile. Mais ça amène la question, qui de la sagesse ou de la peur? Car nombreux sont ceux qui confondent maturité avec renoncement et résignation. Bombardés d'urgences capitalistes, de comparaisons, qu'elles soient intrafamiliales, amicales, professionnelles, voire digitales, et de formatage, dès l'école où on te forme au salariat. À quoi t'ajoutes le langage et les normes sociales qui viennent éroder ta singularité. Les réseaux sociaux, voilà, c'est le parfait exemple, parce que pour moi, ça reflète les dynamiques d'une micro-société. On voit comment les expressions, les manières, jusqu'aux philosophies de vie, elles formatent les utilisateurs. Je pense au syndrome du personnage principal, à la clean girl, à la boss girl, etc., etc. Et en réponse à tout ça, le rêve pragmatique remplace alors petit à petit le rêve d'enfant, et pas toujours pour les bonnes raisons. On aura beau émettre toutes les critiques sociétales qu'on veut, être influençable et formaté par des construits sociaux, ça fait entièrement partie de notre essence. Ça fait partie du game. Le cheat code, pour autant, c'est de prendre conscience de notre condition pour mieux savoir s'en extirper et, à mon sens, trouver le véritable alignement. C'est un parcours intérieur subtil parce qu'il est parsemé d'obstacles, dont un majeur, la nostalgie. Il est important ce point parce qu'il te permet de jauger si t'es aligné ou non. Je vais t'expliquer pourquoi. L'humain, il aime rejouer ses souvenirs comme dernier refuge. Ça lui donne en fait l'impression d'avoir gardé un lien ou une connexion avec son âme d'enfant.
parfois on s'en contente. Sauf que quand tu commences à ressentir un déséquilibre dans ton ressenti, pour moi c'est un signal d'alarme. Je t'explique pourquoi. Par exemple, quand je repense à un rythme de vie hyper actif que j'avais par le passé et toutes les rencontres stimulantes que je pouvais faire qui étaient enrichissantes, je ressens une sorte d'envie, de désir, tu vois, de retrouver ça dans ma vie et de le réintégrer dans mon quotidien. En revanche, quand je pense à l'émotion que je pouvais vivre quand je réalisais certaines interviews, c'était kiffant parce qu'en fait, je cochais un objectif et un challenge que je m'étais fixé envers moi-même. C'est une nostalgie qui est douce, qui est bienveillante parce que j'apprécie le souvenir, mais j'ai à aucun moment envie de revivre l'instant. Et pour moi, elle est là la distinction, c'est que la nostalgie, c'est un sentiment, une émotion positive, une sorte de regard bienveillant sur un instant du passé. La mélancolie, elle est connotée beaucoup plus négative. Elle est teintée d'envie, de désir, de jalousie pour le toi d'antan. Et c'est là où tu dois faire gaffe. C'est que quand tu sens que t'as cette envie en fait qui est présente et qui te fait même parfois un peu voir les choses en noir par rapport à ce que t'as actuellement, c'est qu'il y a quelque chose que tu chercherais à réintégrer dans ton quotidien mais que t'as pas. Il y a une lacune à combler. Et moi ça se joue sur ça. C'est que quand je ressens un sentiment doux, un regard bienveillant de nostalgie, ça va, c'est chill, je suis en phase avec moi-même. Quand j'ai une sorte d'envie, de mélancolie qui se crée, je suis pas en phase avec moi-même et je dois travailler pour combler ce manque. Autre piège, les gars, étiquette hobby. Autrement dit, les passions avortées qu'on catégorise de loisirs au lieu de les vivre pleinement. Je veux nuancer ce point. Parfois, on est obligé de répondre à un état d'urgence, ce qui nous mène à faire certains choix et adopter une certaine trajectoire de vie. Mais je trouve qu'on a une fausse idée reçue sur le fait que vivre pleinement son âme d'enfant et ses rêves d'enfant, ça implique plus de budget, une meilleure classe sociale, plus de privilèges, plus de temps, etc., etc. Tu peux réinjecter de ton rêve à chaque instant de ton quotidien. Et je vais te donner un exemple. Je connais des potes qui, pour plusieurs raisons, ont délaissé des postes dans des grandes organisations internationales comme l'ONU pour exercer dans l'enseignement. Résultat, ils ont ressenti beaucoup plus d'épanouissement et d'accomplissement personnel parce qu'ils étaient beaucoup plus alignés avec leur désir de transmission et de pédagogie. Il faut comprendre que nos rêves d'enfants sont parfois beaucoup plus modestes que nos rêves d'adultes. Donc, pour en revenir à l'étiquette hobby, il faut prêter attention à ne pas être dans une fuite, et si je vais plus loin, à combler par du consumérisme. Dans l'article que je vous ai cité, il parle en fait de la réutilisation marketing du concept d'enfant intérieur à des fins capitalistes. Et c'était très intéressant, je vous le conseille, je vous le mets en description. Le constat qu'il fait par rapport aux marques américaines et européennes, c'est que l'adulte adopte souvent un comportement enfantin dans ses habitudes de consommation. Et il y a une comparaison qui est faite entre la dynamique de la société de consommation et un grand terrain de jeu, un grand bac à sable d'enfants. Par exemple, aux États-Unis, les destinations les plus convoitées pour les mariages de noces, c'est Las Vegas, casino, jeux à gogo, etc., et Disney World Resort. Et même dans la stratégie de communication de Disneyland Paris, ils visent intensément les jeunes couples sans enfants qui constituent plus de 25% de leur clientèle. Donc là, tu captes un peu mieux où je veux en venir. Ils présentent aussi une analyse de la structure des discours de consommation dans la pub, dans lesquels tu retrouves une diffusion intense de l'archétype de l'enfant intérieur. Toujours les mêmes cas de figure, le joueur, le vagabond, le touriste et le flâneur. Essaie de faire attention à ce que je vais te lire là, et t'essaies de te projeter et de t'identifier, tu me dis quel profil t'es, en commentaire. Le joueur considère la vie comme un jeu et accepte la part de chance que cela implique. La prise de risque et l'intuition sont les seules règles du joueur qui se consacre pleinement à la tâche, comme les enfants le font. Le touriste transforme la vie en une expérience excitante, esthétique et régénératrice. Le vagabond pense la vie comme une somme d'opportunités, parce qu'il erre sans destination précise. Un autre avenir est toujours possible. Enfin, le flâneur mène une vie de comme si et joue avec les artifices et l'hyper-réalité du monde. La stratégie de ces pubs de caricaturer ce concept, c'est pour inciter les consommateurs à délaisser le principe de réalité pour le principe de plaisir. Donc mon point c'est le suivant, soyons attentifs à cette exploitation et à cette incitation au loisir, toujours par la consommation, comme le fait de revivre ton enfance toujours par l'achat d'un bien, au lieu de vraiment incarner et non pas consommer tes aspirations. On te dit, ouais, achète une voiture pour avoir un sentiment de liberté et revivre ton âme d'enfant, au lieu de tout simplement aller faire des randonnées tous les week-ends ou de te reconvertir professionnellement et de devenir guide en montagne. Tu me suis ? Ce qui m'amène au dernier point de ce chapitre, conscientise que certains événements sont l'illusion temporaire de ton alignement avec ton âme d'enfant. Les manifestations, un festival,
c'est ce qu'on appelle, ça a été théorisé en sociologie, de soupapes de sécurité. Donc des comportements de pseudo-rébellion acceptés sur un lieu et un instant T. C'est une manière de canaliser les frustrations des citoyens et d'éviter des grosses dérives ou des remises en question profondes des valeurs sociétales ou des lois, ou tu vois. C'est un outil étatique, au final. Donc, juste soyons conscients de se dire, ouais, c'est pas parce que je participe à des manifs ou que tout l'été je participe à des festivals qu'en fait je suis trop alignée avec mon enfant intérieur. Peut-être que tu passes totalement à côté de tes aspirations d'enfance. T'as l'impression un peu de canaliser tes besoins de liberté, tes besoins de reconnexion à la nature, de reconnexion sociale, mais en fait tu passes complètement à côté du truc. Et tu vis dans cette illusion constante. Chaque été, t'attends le paléo, t'attends Frauenfeld, t'attends truc, mais en fait tout le reste de l'année, t'es en dépression. Ce chapitre-là, il est essentiel pour moi. La romantisation de l'adolescent éternel qui est promue dans les représentations par les médias, dans la littérature, dans la pop culture, implique énormément de dérives. Le premier que j'ai noté, c'est le syndrome de Peter Pan ou l'adolescence. Le psychologue Keeley nommait syndrome de Peter Pan le nombre croissant d'individus angoissés à l'idée de grandir et de devenir adultes. Un an plus tard, dans le New York Times, Martin suggérait le terme kidulte pour parler de ces adultes qui, tout en tirant avantage de l'âge adulte, se montrent réticents envers cette période de vie jugée trop contraignante. Deuxième point que j'ai noté, c'est la déresponsabilisation ou l'infantilisation intense de l'adulte. En fait, statistiquement, en Occident, t'as des marqueurs d'indépendance économique et émotionnelle qui marquent le passage à l'âge adulte. Ça va être le fait de quitter ton nid familial, d'avoir un enfant, de te marier, d'avoir une indépendance financière, et j'en passe. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une redéfinition de l'âge adulte à un âge plus avancé, voire indéfiniment. Et t'as des chercheurs qui proposent même de repenser, voire d'ajouter des périodes de vie entre l'adolescence et l'âge adulte. Comme dans l'article, il parle de l'âge adulte émergent. Voilà, on se questionne si, en fait, on crée pas juste des individus qui, à force, sont angoissés de se confronter à la réalité aussi de ce qu'implique le fait d'être adulte. Et je sais pas, justement, si c'est quelque chose de positif, de se dire, vas-y, on rajoute plein de périodes de vie, et en fait, on essaie tout le temps d'adoucir, tu vois, la transition, mais au final, c'est illusoire. Tu me suis parce que un jour ou l'autre, tu vas te prendre cette claque dans ta gueule, donc mieux vaut plus tôt que trop tard. Le résultat, c'est le suivant, c'est que cette romantisation aussi intense, elle crée aussi des fausses idéalisations, des fausses représentations qui créent et suscitent beaucoup de souffrance, et on le voit avec la génération de mes parents. Eux, ils ont l'impression, tu vois, d'être passés aussi peut-être à côté d'une partie de leur âme d'enfance, parce qu'il y a cette imagerie, tu vois, qui est bombardée. Donc je pense qu'il faut trouver une modération, un équilibre dans tout ça, afin d'éviter aussi la culpabilisation. Il y a quelques mois, j'ai capté un truc. Journal, 23 janvier 2025. Comment j'ai pu oublier ça ? Plus jeune, je passais mes journées à jouer à la prof d'école. J'ai carrément récupéré le fond en ardoise d'un vieil aquarium pour en faire un tableau noir que j'ai saigné sur des années. Ou encore à me prendre pour une architecte d'intérieur. Non pas parce que j'aimais la rigueur ou encore les maths, mais parce que la transmission, l'inventivité ou encore l'attrait du beau étaient greffés à mon être. Et c'est là que j'ai compris. C'est en revenant à nos passions d'enfance, en comprenant donc nos compétences profondes, qu'on retrouve alors une authenticité qu'on pensait à tout jamais avoir perdue. Finalement, cette résurrection, les gars, elle passe par le souvenir du jeu. Je te jure. J'ai un proche qui m'a dit que jouer des rôles et faire des imitations, c'est son truc, parce qu'il est émerveillé par la diversité des comportements humains. Il m'a dit « On est tous des grands enfants qui jouent constamment des rôles d'adultes au travail, en famille. Le problème, c'est pas de jouer le rôle d'adulte, mais d'oublier qu'on le joue. Un peu comme cette vie. On l'expérimente comme si c'était l'unique, en oubliant que c'est plus grand que ça. » Incroyable ! C'est totalement ça le parallèle. Et en fait, ce qu'il décrit, c'est une porte d'entrée vers des mondes imaginaires. Ce que Winnicott, qui est pris en exemple dans l'article, il théorise de zones intermédiaires d'expérience. En gros, c'est quand, à travers le jeu, tu crées une passerelle entre ta réalité intérieure et ta réalité extérieure. C'est le fait, tout simplement, de réinventer, de réimaginer, de réinterpréter le monde qui t'entoure.
de transformer dans ta tête un objet en un autre objet, d'user de ton imagination. C'est comme une fois j'étais dans un parc, j'étais en train de promener le chien d'une pote, et je me dis mais c'est ouf, ce parc il est à côté de chez moi, et j'ai jamais pensé à venir bosser dans le gazon. Je prends une chaise, je m'assois, je prends tout mon matos, mon café, et j'ai un cadre de malade. On parlait les deux, et moi j'ai commencé à déphaser, et à me projeter, et à m'imaginer quelles émotions je ressentirais. Et en fait, je visualisais beaucoup à l'interne, et ça c'est un mécanisme que j'ai depuis petite. Même quand je vais faire mes courses, je sais que je suis tout le temps en clash avec mes proches, parce que moi je prends trop de temps pour faire des courses, parce que j'ai tendance à m'imaginer comment est-ce que je cuisinerais le produit, de me mettre en situation, et du coup, en fait, c'est un monde magique dans lequel je me perds, et on peut croire que je suis un peu fonce-dé ou un peu lente, mais c'est juste que je suis tellement en train de conscientiser les trucs, et c'est pas pour fuir la banalité ou l'anxiété du quotidien, comme le constate l'étude, mais pour mieux y revenir et l'enchanter. Pépite, pour mieux y revenir et l'enchanter. C'est une manière de l'embellir et d'y trouver un émerveillement. La question, au final, c'est pourquoi on accepte de se séparer de nos rêves d'enfant. Et moi, j'y vois trois raisons. Soit parce qu'on vit une perte brutale de son innocence trop tôt suite à un événement tragique, soit parce qu'on est trop déconnecté de soi-même et du coup, on n'est même pas conscient du processus interne qui se passe, soit, troisième point, et ça, je pense que c'est le plus répandu, parce que l'inconfort qui résulte d'une reconversion ou d'un nouveau choix de vie ou d'une réinitialisation interne est trop envahissant sur notre propre zone de confort, même s'il s'agit simplement de se laisser aller à plus d'humour dans son quotidien. Ça peut être aussi subtil que ça. Femme, c'est pas trop tard de se réveiller avant 30 ans. Et ça implique beaucoup moins de concessions d'opérer un changement à cet âge-là. Parce qu'on est encore, je trouve, à cette frontière où on se souvient plus ou moins fidèlement de ce qui nous animait quand on était jeune. Si on n'est pas quelqu'un qui prend des notes, qui écrivons régulièrement dans notre journal, c'est trop simple d'oublier qui on était. Alors oui, il existe des personnes plus rêveuses et plus créatives que d'autres, mais on est tous concernés par ce sujet. L'important, c'est d'en prendre conscience, de s'arrêter quotidiennement, de prendre du recul et de se réajuster. Ce qui est magique quand tu y penses, c'est que nos proches, ils connaîtront jamais le nous authentique à 100%. Dans le sens où il y a toi, ta vision que t'as de toi-même, il y a toi, la vision que tu penses que les autres ont de toi-même, il y a la vision que les autres ont concrètement de toi-même, qui constitue ton toi global. Mais ce qui est ouf, c'est que t'es le seul à connaître ce qui se cache sincèrement dans ton fort intérieur. C'est un trésor que t'es le seul au monde à connaître et que toute l'humanité ne connaît pas. Quand bien même les personnes les plus proches de ta vie, t'es le seul à connaître ça. Et je trouve que c'est une dinguerie. Il y a trop de potentiel en fait. Donc cet épisode, c'est sincèrement un cri du cœur pour encourager toutes les âmes en errance à se recentrer et à ne pas perdre de vue notre objectif. C'est une vision de la vie, probablement utopiste pour certains, mais j'ai essayé d'y mettre un maximum de nuances et je trouve que c'est plus intéressant et élévateur de prôner ce discours-là qu'un autre. Rappelle-toi, on assassine tous notre enfant intérieur avant 30 ans, sauf si on choisit de hacker nos certitudes et de reprogrammer nos possibles. Ce fut un nouveau CozyCast, très sincère pour le coup, ça fait très longtemps que j'étais pas revenue sur ma chaîne. J'ai essayé d'y mettre le plus d'intime tout en essayant d'être universel. Et comme quelqu'un m'a dit, on sait tous pertinemment quand on est en train de gâcher notre talent. Prenez soin de vous et de votre entourage. Pacho.